Depuis la création de la faculté des sciences islamiques de Paris, que je dirige depuis 7 ans, et même avant, les jeunes bacheliers que je rencontre et que nous rencontrons se posent toujours la question à savoir comment devenir imam. Quel est le cursus, la formation, la durée? Quels sont les établissements et les institutions qui proposent cette formation pour devenir imam? Quelles valeurs ont les diplômes obtenus? Sont-ils reconnus ou pas? Et enfin, quelles opportunités peuvent s'offrir les étudiants ainsi formés? Il faut d'abord remarquer que l'engouement des jeunes pour la fonction d'imam repose généralement sur une connaissance partielle de celle-ci, dont ils ne voient souvent que la situation de notable. En réalité, derrière le prestige de façade, se cache un travail très difficile, parfois ingrat, et qui demande un investissement considérable en temps et en énergie. Commençons par la question. D'abord, les mamas, est-elle ou est-il un métier? Soulignons d'abord que la question du statut de l'imam n'est pas toujours réglée, au moins en France, n'est pas toujours réglée. Le flou entourant la définition même de la fonction et qui n'apparaît pas dans le répertoire national des certifications professionnelles RNCP rend difficile l'élaboration de critères encadrant ce métier et du coup sa formation. La responsabilité de cette situation est partagée. La communauté musulmane elle-même a sa part de responsabilité. En fondant ces associations sous un statut culturel et non culturel, en déclarant ces imams en tant qu'animateurs, en tant qu'enseignants, etc., ou tout simplement en s'abstenant de les déclarer, ou encore en faisant appel à des imams bénévoles ou à des imams détachés, liés à certains pays étrangers. Tout cela contribue à alimenter l'ambiguïté de la profession, autour de la profession d'imam. Par ailleurs, les mosquées et les associations les institutions censées représenter l'islam et les musulmans auprès des autorités ne sont pas réellement emparées de la question, ou au moins ils n'ont pas réussi jusqu'ici à la résoudre. D'autre part, l'autre partie de la responsabilité revient aux autorités qui n'ont pas pu élaborer une véritable fiche de métier permettant de préciser les contours de la mission et donc de la professionnaliser. En quoi consiste réellement la mission de l'imam? L'imam doit accomplir un vaste éventail de missions, parmi lesquelles, mais pas que, diriger les 5 prières quotidiennes. Bien sûr, il n'y a pas de repos, les 5 prières, elles sont prescrites 7 sur 7. Prononcer la khutbah, ou le sermon de vendredi. Bien sûr, ça demande une préparation, etc. Gérer le lieu de prière, donc l'ouverture, la fermeture de la mosquée, mise en place des mesures d'hygiène ou de sécurité. Notamment, on a vu dans le Covid, les imams sont largement impliqués. L'organisation matérielle, administrative, participation dans toutes ces tâches de l'association qui gère le lieu. L'imam aussi contracte les mariages religieux, il assure les aqiqas ou les baptêmes, il dirige les prières, en particulier, il participe aussi aux rites funéraires, les prières funéraires, aux côtés des pompes funèbres, mais aussi il doit accompagner les familles endeuillées. Dispenser quelques durous ou quelques cours et conférences pour les fidèles dans la semaine, le week-end et à l'occasion de certaines occasions, les fêtes, les commémorations, etc. Et ceci, bien sûr, en français et en arabe. On fait appel de moins en moins à des imams uniquement arabophones. L'imam aussi doit répondre aux questions d'ordre religieux, sur le culte, sur les transactions, sur le droit de la famille, etc. et aux diverses sollicitations des fidèles. Il doit participer au dialogue interreligieux et interculturel quand l'association qui l'emploie elle est engagée dans cette voie. Il doit être capable de résoudre les problèmes familiaux, problèmes de couple, de relations entre les enfants, entre les parents et leurs enfants, les conflits conjugaux, les conflits entre adultes, frères et sœurs, familles, autour de l'héritage, du voisinage, etc. Il doit être donc un très bon psychologue, il doit être quasiment disponible 24 heures sur 24 heures.
l'imam doit avoir aussi une bonne connaissance de la culture française, du contexte dans lequel il vit, se mettre dans la peau des gens à qui il parle, il doit avoir des éléments sur la histoire, la laïcité et posséder des compétences juridiques. Il sera aussi éventuellement appelé à assurer le rôle des référents religieux dans les écoles privées qui dispensent des cours sur l'islam, à mettre en place des programmes religieux ou à y participer, assurer la coordination avec les autres professeurs quand il fait partie de l'école qui est rattachée à la mosquée. Il doit être un bon pédagogue auprès des enfants, auprès des adultes, il doit se faire entendre et comprendre par tout le monde. L'imam doit posséder aussi des bases solides en matière de jurisprudence islamique, autre que la jurisprudence ou le droit commun dans le pays où il vit. Certaines mosquées aujourd'hui exigent qu'il soit hafid Qur'an, ayant mémorisé la totalité du Coran. Mais bon, bien sûr, et même une lecture, avec une lecture correcte, et même je dirais c'est possible avoir une très belle voix. Il devra avoir le sens de l'organisation, du travail en équipe, et naturellement être parfaitement, comme on a dit, bilingue, et sans oublier qu'il sera recommandé dans certaines régions, etc., de maîtriser certains dialectes pour avoir des relations faciles avec les fidèles qui sont issus d'origines diverses, etc. Finalement, l'imama est un poste fourre-tout nécessitant un très large faisceau de compétences. Les difficultés sont finies? Non. Il y a d'autres difficultés auxquelles l'imam peut faire face. Parce qu'en plus des contraintes inhérentes aux missions rappelées précédemment, les imams sont confrontés à d'autres difficultés liées à l'absence de statut parfaitement défini. On ne reconnaît pas un statut d'imam dans le code de travail de français. Les premières difficultés concernent notamment le type de contrat, les relations hiérarchiques, le problème de rémunération, des retraites. Aujourd'hui, on estime à peu près un quart d'imams de France seulement seraient déclarés. Et ce différents formats de contrats. Une infime partie parmi eux ont un statut assimilé à celui de prêtre cotisant ainsi au régime social des cultes, KVMAC. Ce qui permet à cette minorité de bénéficier des mêmes avantages sociaux en matière de couverture et de retraite. La plupart des autres imams qui restent sont bénévoles ou non déclarés, ne bénéficient quasiment d'aucune protection sociale, sauf naturellement si l'imam cumule avec ça un autre métier au titre duquel il sera rémunéré. Quant au salaire, et bien qu'il existe quelques remarquables exceptions en France, chez des grandes mosquées qui ont les moyens, celui-ci tourne au mieux autour du SMIC en dépit de la charge de travail considérable et de la polyvalence exigée. Par ailleurs, le flou du statut laisse très souvent les imams dans une situation de précarité. En effet, les imams dépendent de l'association qui les emploie, mais aussi l'association et la mosquée, elle dépend et elle est soumise au bon vouloir des fidèles qui assurent son financement. Et certains d'entre eux se considèrent pleinement comme des véritables patrons de cet imam. Ceux pauvres se voient fréquemment contraints d'obéir aux injonctions, aux ordres souvent contradictoires des fidèles des uns et des autres. L'imam se trouve continuellement scruté, évalué, jugé, limité dans sa liberté d'exercice et placé donc sur un siège éjectable dans la mesure où il ne pourra jamais satisfaire l'ensemble de ses donneurs d'ordre. Arrivons à la question, quelle formation faut-il faire ou suivre pour devenir imam? Bien qu'il existe un consensus général selon lequel un imam devrait maîtriser la langue arabe, le Coran et les sciences islamiques, il n'y a pas d'unanimité sur un cursus ou une formation bien définie, bien qu'il existe plein de formations dans les universités islamiques. Si cela est vérifié, est avéré dans les pays déjà musulmans, on imagine quel casse-tête cela constitue dans nos sociétés occidentales. En France, toutefois, les formations disponibles aujourd'hui
sont le fruit d'initiatives et, je dirais, de tentatives de la part, d'une part de la communauté musulmane, comme de la part de l'État. Sachant que le principe de laïcité limite le champ d'action de l'État, bien sûr, ne lui permettant pas de dispenser un contenu, par exemple, religieux. C'est la raison pour laquelle, c'est la raison qui pousse l'État d'ailleurs à s'intéresser à la formation des imams aujourd'hui. La plupart des raisons qui la poussent sont largement plus sécuritaires que pédagogiques. Ainsi, seules quelques formations sont connues, même aujourd'hui en 2020, mais pas reconnues malheureusement, telles que la formation des imams à l'Institut Al-Razali de la Grande Mosquée de Paris, celle-ci fondée dans les années 20, ça fait presque un siècle. Aussi les instituts USH rattachés à la Fédération musulmane de France, donc l'ex-IOIF, ces instituts ont commencé dans le 92. Le premier Al-Razali est largement critiqué pour son manque de résultats, tandis que les deuxièmes sont montrés de doigt au prétexte d'une proximité avec les frères musulmans. Depuis, il y a bien d'autres initiatives, d'autres instituts qui proposent des formations en sciences islamiques, moins orientées vers la formation des imams, tout en y contribuant, comme notre faculté, la faculté des sciences islamiques de Paris, ou certains modules dispensés par l'Institut catholique de Paris ou d'autres filières d'islamologie dans les différentes universités françaises, de Strasbourg, vers le sud, à Paris, etc. Les autres imams qu'on a en France, qui ne sont pas formés ici, sont formés généralement dans les pays musulmans, comme le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, la Turquie, ces pays auxquels on reproche toujours des visées politiques sous couvert de formation et de tâchement d'imams. On leur reproche une volonté de mainmise. La présence de ces imams étrangers ont encouragé le gouvernement français à mettre en place dans les universités françaises des diplômes universitaires, des DU, dites SLR, diplômes universitaires en société, laïcité et religion, afin d'apporter un volet, un complément culturel et juridique à la formation religieuse. Dans tous les cas, pour un francophone, la durée moyenne pour acquérir les compétences nécessaires pour devenir imam était à peu près minimum, je dirais, de 6 ans, la moitié consacrée pour la maîtrise de la langue arabe, l'autre moitié à l'apprentissage et la maîtrise du Coran et des sciences islamiques. Toujours est-il que, malgré les débats qui agitent la scène médiatico-politique depuis des décennies, toujours sur le terrain, il n'existe toujours pas de certification ni de reconnaissance officielle de la formation des imams. Je sais, en disant ça, je n'encourage pas les jeunes à devenir imams, mais c'est la réalité. La désignation d'un imam aujourd'hui reste toujours à la seule discrétion et appréciation de la communauté qu'il est supposé diriger.